Alors avant de commencer, je voulais vraiment remercier l'équipe d'organisation, déjà pour l'organisation de ce séminaire qui est vraiment très intéressant. On sait qu'il se passe plein de choses à Grenoble et donc aussi merci pour l'invitation. C'est un vrai honneur de pouvoir intervenir dans ce séminaire. Donc voilà, merci. Alors en plus, voilà, pour moi c'est un retour un petit peu aux racines, hein, puisque j'ai effectivement fait ma thèse à Grenoble, mais il y a déjà un certain nombre d'années. Alors dans cette présentation, on va parler des pratiques efficaces et équitables. On va commencer à en parler parce que vous allez beaucoup en parler dans les 2 jours qui viennent. Et on va s'interroger en particulier sur quels peuvent être les freins et les leviers à la mise en place de pratiques efficaces et ou équitables en classe. Puisque ce qu'on va voir, c'est que même si souvent on parle des pratiques efficaces et équitables, les 2 dimensions ne sont pas tout à fait équivalentes et parfois certaines pratiques efficaces ne sont pas équitables. Je reviendrai sur ce point. Alors, avant de commencer, simplement, ce que je vais présenter, c'est des choses... Enfin, si vous avez envie d'avoir plus de détails sur ce dont je vais parler aujourd'hui, je vous renvoie à un ouvrage qu'on vient de publier avec mon collègue Sébastien Goudot de l'Université de Poitiers. Donc, c'est un ouvrage qui est sorti fin août cette année, donc qui est très récent. Et dans cet ouvrage, on fait une synthèse sur la question des inégalités scolaires, donc en l'abordant de différentes manières. Et ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est... Ah non, le pointeur ne marche pas, alors c'est pas grave. Ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est surtout ce qu'on a développé dans les chapitres 6 et 7 de l'ouvrage. Voilà. Pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus. Autre point avant de commencer, donc c'est les petites vignettes. Vous devez avoir au moins pour certains d'entre vous 3 vignettes de couleurs, donc vert, jaune et rose. Voilà. Alors il n'y en avait pas pour tout le monde, je suis vraiment sincèrement désolée. Voilà, c'est moi qui ai mal géré la chose. Mais donc certains d'entre vous ont 3 vignettes. Alors je vous rassure, ceux qui n'en ont pas, vous pourrez quand même participer. C'est simplement parce que régulièrement, vous verrez apparaître des questions avec les 3 couleurs et vous devrez voter. Donc lever la vignette de la couleur qui correspond à votre réponse. Donc même si vous n'avez pas les petites vignettes, vous pouvez quand même réfléchir à la question et voilà, réfléchir à la réponse que vous donneriez, puisque c'est ça qui est intéressant. C'est bon ? Alors, on attaque. Bon. Ça, c'est presque une évidence, hein, mais c'est vrai qu'améliorer l'école, c'est essentiel. Ça a été redit dans les conférences d'ouverture. Bon, voilà, il faut qu'on réussisse à améliorer l'école avec tout ce que ça peut impliquer. Donc, bien sûr, promouvoir les pratiques efficaces, promouvoir les pratiques équitables. C'est important, bien sûr, pour améliorer le niveau de connaissance, de compétences des individus dans la société, mais c'est aussi important parce que la réussite éducative peut être une voie d'émancipation pour les élèves issus de milieux défavorisés. On a tous déjà entendu ce discours sur l'école qui joue un rôle d'ascenseur social. Et c'est aussi pour ça qu'on se doit, en tant que formateur, en tant qu'enseignant, en tant que cadre de l'éducation nationale, de réfléchir aux pratiques efficaces et équitables pour nos élèves, et en particulier pour permettre aux élèves qui n'ont pas forcément le soutien à la maison, ou en tout cas pas un soutien qui est suffisant pour leur permettre de réussir, parce que ça leur permettra en fait plus tard d'accéder à une certaine position sociale. Donc ce lien entre réussite scolaire et réussite sociale, il existe, et on reviendra dessus dans la présentation, puisqu'on verra que c'est un des éléments qui peut expliquer aussi parfois certains freins à la mise en place de pratiques efficaces et équitables à l'école. Alors bon, les recommandations par rapport à ça, les recommandations de l'OCDE, c'est que finalement, on se doit de promouvoir les 2, efficacité et équité. Un bon système, je vous ai mis ici une citation, un bon système d'éducation, c'est un système qui combine qualité avec équité. C'est-à-dire que c'est un système éducatif qui permet aux élèves de progresser, mais qui permet aussi de réduire les inégalités sociales entre les élèves. On est d'accord là-dessus. Alors sur la question de l'efficacité pédagogique, je pense que vous êtes tous à peu près, au courant de ce que c'est. En tout cas, c'est issu des travaux notamment de Hattie. Ça a été en tout cas beaucoup communiqué au moment de la publication des travaux de John Hattie. Donc l'idée de l'efficacité pédagogique, c'est qu'on regarde, toutes choses égales par ailleurs, ou globalement, quand on accumule les données, quelles sont les pratiques qui permettent d'améliorer les apprentissages. Et donc on va utiliser des indicateurs de taille d'effet qui nous permettent de savoir si globalement la pratique améliore beaucoup les apprentissages, un peu les apprentissages, n'a pas d'effet sur les apprentissages, ou même parfois la pratique peut avoir un effet négatif sur les apprentissages. Donc cette notion d'efficacité, elle est vraiment essentielle et elle a vraiment changé la manière de concevoir la pédagogie, en l'accent notamment sur vraiment une notion quantitative. Quelle est la quantité de progrès qu'on peut attendre face à différentes pratiques pédagogiques. Donc ce qu'on voit sur la figure de Hattie qui est assez classique, donc lui il considère qu'à partir d'une taille d'effet de 0,40, alors vous n'avez pas besoin de... Voilà, mais à partir d'une certaine taille d'effet, ça vaut le coup d'implémenter ces pratiques dans la classe parce qu'on sait qu'elles sont efficaces, donc elles permettent de faire progresser les élèves.
Donc, on va penser, enfin depuis cette approche-là, on va penser les réformes en éducation, les politiques éducatives, etc. Bon, on va essayer en rapport avec le gain qu'elles produisent sur les, sur les apprentissages. Alors l'efficacité, c'est intéressant. Et donc je commence par vous poser une première question. La plupart des pratiques efficaces, donc au sens de HATI, les choses qui globalement font progresser les élèves, est-ce qu'à votre avis, elles sont efficaces pour tous les élèves, vert, pour les élèves défavorisés plus que pour les élèves favorisés, socialement j'entends, jaune, pour les élèves favorisés plus que pour les élèves défavorisés. Alors je vais vous demander ceux qui ont les vignettes de voter. Alors c'est le vert qui domine. C'est le vert qui domine, on a un petit peu de rose et on a un petit peu de jaune. Mais c'est quand même le vert qui domine. Ok. Donc probablement, je ne suis pas tellement surprise que le vert domine parce que bien souvent, quand on parle de pratiques efficaces, on considère qu'une pratique efficace est aussi une pratique équitable. D'accord ? Donc finalement, si ça permet à tous les élèves de progresser, on n'a aucune raison de ne pas l'implémenter. D'accord ? En réalité, il n'y a pas de réponse à cette question puisque bien évidemment, ça dépend des pratiques. Mais ce qu'on sait depuis, pardon, je me trompe de direction, voilà. Ce qu'on sait depuis déjà un certain nombre d'années, c'est qu'en fait, toute pratique efficace n'est pas équitable. En réalité, il y a beaucoup de pratiques qui sont efficaces, mais qui, quand elles sont implémentées à grande échelle dans les établissements, entraînent finalement une accentuation des différences entre les élèves favorisés et défavorisés. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de pratiques efficaces vont être encore plus efficaces pour les élèves favorisés que pour les élèves défavorisés. Ce qui veut dire que les implémenter en classe amène à accentuer les inégalités. Je prends cet exemple de Cécile et Papierno, qui, déjà en 2005, avait publié cet article, qui disait en fait, on a réfléchi pendant des années à des pratiques qu'on pouvait mettre en place dans les quartiers défavorisés, dans les écoles désavantagées, donc c'était des travaux principalement américains, et donc on a testé des interventions sur des élèves défavorisés, on a vu que ces interventions étaient efficaces pour faire progresser les élèves, donc très bien. Donc ensuite on les a généralisées à grande échelle. Et ce qu'on attendait, alors c'est dommage que le pointeur ne marche pas, mais bon, je vais vous montrer autrement. Ce qu'on attendait quand on a implémenté ces politiques éducatives à grande échelle, c'était ça, c'est-à-dire qu'on pensait qu'avant l'intervention, on avait un écart entre les défavorisés et les favorisés, un écart de performance, et puis on pensait qu'après l'intervention, on aurait une sorte d'élimination de cet écart, c'est-à-dire que l'intervention permettrait aux élèves d'origine défavorisée de rattraper en quelque sorte les autres. Donc ça, c'était très théorique, mais en fait, ils ont regardé ce que ça donnait vraiment au niveau des données, et ils ont constaté qu'en réalité, alors parfois, dans ce qu'on a en haut ici, parfois les pratiques sont efficaces pour tout le monde, donc en fait, elles sont efficaces, mais elles ne permettent pas de réduire les inégalités. Mais bien souvent, en fait, elles tombent dans cette catégorie-là, c'est-à-dire qu'elles sont effectivement efficaces pour tout le monde, elles permettent à tous les élèves de progresser, mais elles permettent aux élèves avantagés de progresser encore plus. D'accord ? Donc c'est ce qu'ils ont appelé l'effet Mathieu, cette idée que ceux qui bénéficient le plus des interventions sont ceux qui déjà sont les plus à l'aise. Un effet qu'on connaît bien en éducation. On sait qu'un élève, par exemple, qui rentre en classe de maternelle avec déjà un bon niveau de vocabulaire, une bonne maîtrise des phonèmes, etc., va en fait plus bénéficier de sa scolarisation qu'un élève qui rentre avec des difficultés, les difficultés l'empêchant en quelque sorte de bénéficier au maximum du travail qui sera fait en classe. D'accord ? Donc c'est l'effet Mathieu. Voilà, donc le titre de leur article, c'est « When the have-not gain, but the have gain even more ». Donc même si on part d'une intention très louable qui est trouver des pédagogies qui permettent aux élèves défavorisés de progresser, finalement, à terme, ça peut aussi accentuer les inégalités. Alors la réalité, effectivement, est qu'une pratique efficace est parfois équitable, mais parfois pas. D'accord ? En fait, il y a plein de cas de figure. Ici, je vous ai simplement mis 4 cas de figure, mais il y en a bien sûr plein d'autres. On a un premier cas de figure qui est la pratique est efficace pour tout le monde de la même manière. Un élève défavorisé et favorisé bénéficie de cette pratique, donc on a un maintien des inégalités, ici c'est les inégalités sociales, après l'implémentation de la pratique. On a un autre cas de figure, donc ça c'est ce que nous on va appeler les méthodes égalisantes par la suite, je reviendrai là-dessus. Cas de figure idéal, efficace et équitable, où l'écart de performance qu'on observe avant implémentation de la pratique disparaît après implémentation de la pratique. Ce qu'on voit par ailleurs dans ce cas de figure, c'est que tout le monde progresse. Donc c'est quand même, non seulement on élimine les écarts de performance, mais en plus tout le monde progresse. Donc là, il y a peu de raisons de se priver de l'implémentation de ce type d'intervention. Puis on a des cas de figure un peu plus comme celui-ci, où là la pratique est efficace, est équitable,
elle est équitable, mais par contre, elle n'est pas efficace. Quand on regarde la moyenne des deux, donc la moyenne, elle est représentée par le point rouge, bah, moyenne avant-après, donc au sens de ATI, elle aurait une taille d'effet proche de 0. Donc on pourrait dire celle-ci, ça ne vaut pas le coup de la mettre en place, mais elle est équitable. Et puis on a encore un cas de figure qui correspond à ce que je viens de vous présenter à l'instant. Hein, elle est bénéfique pour tout, la pratique est bénéfique pour tout le monde, mais elle l'est encore plus pour les élèves avantagés. Donc, dès lors qu'il y a ces écarts-là, en fait, quand on s'interroge sur les pratiques efficaces, il faut toujours aussi s'interroger sur sur l'équité. Est-ce que la pratique est seulement efficace? Est-ce qu'elle est efficace et équitable, etc. Et donc on voit bien que si on veut optimiser l'efficacité, par exemple, on ne va pas forcément préconiser la même chose que si on veut optimiser l'équité. Alors, je vais vous demander à nouveau de voter. Si on veut optimiser l'efficacité, quelle méthode on va choisir d'implémenter en priorité? Donc, je vous ai mis c'est évident que le K2, vous n'allez pas le choisir parce que c'est une méthode qui n'est pas efficace. Donc, je vous ai mis 1, 3 et 4. Donc, je vous laisse voter. On veut optimiser l'efficacité. Alors, donc je vois du rose, du vert, mais c'est quand même le rose qui domine. Donc, vous avez raison. Alors, ceux qui n'ont pas les vignettes, vous pouvez aussi réfléchir, bien sûr. L'idée, c'est... Mais effectivement, si on veut optimiser l'efficacité, ce qu'on va regarder, c'est le point rouge. D'accord? Au sens de ATI, encore une fois, quand on regarde une taille d'effet, c'est une taille d'effet globale. Et donc, comparativement à un groupe contrôle où la méthode n'a pas été mise en place, une situation ou des classes dans lesquelles la méthode a été mise en place. Donc, on compare les deux moyennes, et en fait, le gain de moyenne le plus important, il est là. D'accord? Puisque là, on passe d'une moyenne à 13 à une moyenne à 15,5. Donc la méthode est extrêmement efficace. D'accord? Donc si on veut mettre la priorité sur l'efficacité, on va effectivement choisir le K4. Donc les roses avaient raison. Et si on veut optimiser l'équité, qu'est-ce qu'on choisit comme intervention? Alors nous avons du vert, du vert, du vert. Alors c'est intéressant parce que personne choisit rose. Pourtant, en termes d'équité, on a une parfaite équité ici. Hein. Ici aussi. La différence entre les deux, c'est qu'il y a une pratique qui est équitable, mais pas efficace. Donc il y a une pratique qui est efficace et équitable, c'est effectivement le cas 3, puis une pratique qui est seulement équitable. D'accord? C'est le cas 2. Mais donc, imaginons qu'on ait le choix entre K2 et K4, en tant qu'enseignant, on peut se poser la question, qu'est-ce que je vais privilégier? Parce que je sais que globalement, j'ai des élèves qui n'ont pas de difficultés à l'école, etc., qui globalement s'en sortiront dans leur vie. Donc peut-être que ma priorité, c'est d'utiliser cette pratique qui va permettre aux élèves défavorisés de rattraper leurs pairs plus favorisés. Ou alors je peux considérer que je vais faire le maximum pour mes élèves et donc optimiser la performance moyenne. C'est un vrai dilemme. Et ce sur quoi je veux mettre l'accent ici, c'est que ce n'est pas un choix qui est que scientifique. C'est-à-dire qu'on va souvent demander aux scientifiques, alors quelles sont les méthodes pédagogiques efficaces et équitables? Alors les scientifiques vont pouvoir dire, cette méthode augmente les performances de tout le monde, elle est plutôt dans le cas 1, 2, 3, 4. Mais le choix, in fine, de mettre en place une intervention dans une classe ou une autre, c'est un choix qui n'est pas que scientifique ou même pédagogique. Hein. C'est aussi un choix qui est un petit peu politique. Hein. On reviendra sur ce point-là. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ce fameux cas 3, là, donc la méthode qui est à la fois efficace et équitable, c'est un peu ce qu'on vise quand on fait des recherches en éducation, c'est-à-dire qu'on veut que les élèves progressent et idéalement que les élèves de bas statut progressent encore plus que les élèves de haut statut, ce qui permet soit de rattraper, soit au moins de réduire l'écart de performance. Et donc ces dernières années, on a eu une explosion des recherches qui testent des interventions, donc fondées sur des preuves, qui peuvent être implémentées en classe et qui ont comme objectif de réduire les écarts de performance. Donc là, vous connaissez très bien ça à Pégase. Hein. Je sais que le groupe repose un peu sur cette idée qu'il faut promouvoir ces pratiques-là. Donc on est très content que les recherches se soient développées là-dessus. Mais à votre avis, je vous pose la question, ces 50 dernières années, à votre avis, les inégalités de réussite scolaire, est-ce qu'elles sont restées assez stables? Est-ce qu'elles ont plutôt diminué? Est-ce qu'elles ont plutôt augmenté? Alors, il y a des couleurs différentes, mais c'est quand même le rose qui domine. Donc malheureusement, comme vous dites, malheureusement. Alors, c'est quand même étonnant, je veux dire, vu les progrès que la science a fait sur ces questions-là, l'avènement des méthodes efficaces, équitables, et puis même quand on regarde un petit peu comment ça se passe dans la classe de nos enfants, puis qu'on compare à ce qu'on vivait nous en tant qu'élèves, on se dit quand même il y a plein de progrès qui ont été faits ces dernières années. Donc je veux dire, on a subi des méthodes quand on était élève qui n'étaient pas très efficaces et pas très équitables. Hein. Et bon, il y a eu beaucoup de progrès,
Et malgré tout, les inégalités de réussite, vous avez raison d'avoir choisi rose, elles ont plutôt augmenté. Alors l'effet de petite taille, mais quand même. Je vous ai mis ici par exemple une recherche, les résultats d'une recherche qui regarde, alors ici ce qu'on a sur l'exemple des ordonnées, c'est la taille de l'effet, donc la taille de la différence entre les 10% des élèves les plus défavorisés et les 10% les plus favorisés. D'accord ? Donc on sait que les plus favorisés réussissent mieux à l'école que les défavorisés, c'est le cas dans tous les pays étudiés, comme vous pouvez le voir, on n'est jamais à zéro. Si on était à zéro, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de différence. D'accord ? Je prends la taille grande ici, mais si on était à zéro, il n'y a pas de différence. Donc plus on monte sur l'axe des ordonnées, et plus ça signifie qu'il y a un écart important entre les plus défavorisés et les plus favorisés en termes de réussite scolaire. Ici, sur l'axe des abscisses, on voit 1950 à 2010. D'accord ? Je ne sais pas si vous arrivez à voir parce que c'est écrit petit. Donc on regarde l'évolution en fait, des inégalités. Donc si on a une pente qui monte, ça veut dire que les inégalités sont plus importantes en 2010 qu'elles ne l'étaient en 1950. Alors bon, il y a des variations, il y a des pays dans lesquels les inégalités sont restées assez stables, sont parfois très hautes, parfois très basses, etc. Mais on voit bien que la tendance, elle est plutôt dans le sens d'une augmentation des inégalités. Donc il y a une amélioration des pratiques pédagogiques, il y a plus de pratiques efficaces, plus de pratiques équitables, et pourtant il y a une augmentation des inégalités. Donc il y a bien un moment où ça coince. D'accord ? Alors pourquoi ? On en parlait tout à l'heure, voilà, avec M. Dubelco notamment. Bon, il y a un moment où ça coince entre ce qu'on sait au niveau théorique, au niveau scientifique, au niveau des résultats de recherche, et puis la pratique qui est que ça ne se passe pas toujours dans les classes. Ou en tout cas, ça ne produit pas toujours les effets qu'on espère. Alors il y a des auteurs qui disent, en fait, ça c'est lié à des freins très pratiques qui relèvent de l'implémentation des interventions efficaces et équitables. Et par exemple, ils disent, voilà, quand on fait une recherche en laboratoire très contrôlée, ou même dans des classes, mais très contrôlées, on arrive à produire des résultats, mais après, c'est vrai que dans la classe, c'est compliqué, parce que ça fait du bruit, parce qu'on n'a pas forcément les locaux qu'il faut, parce qu'on n'a pas forcément le soutien de la hiérarchie, parce que... Et donc, en fait, souvent, on finit par pas les implémenter, ces méthodes, parce que c'est trop compliqué, d'accord, au niveau pratique. Donc c'est possible qu'il y ait des freins pratiques qui expliquent en partie pourquoi on n'arrive pas à avoir des effets plus positifs. Mais notre hypothèse, c'est qu'il existe également des freins plus structurels qui sont liés à la fonction même que joue l'école au sein de la société. Alors je vais vous expliquer le modèle qui est derrière. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'école, on ne peut pas la déconnecter, la décontextualiser, on ne peut pas se dire que l'école c'est un ensemble autonome et indépendant. En fait, l'école agit dans une culture, dans une société qui elle-même fonctionne d'une certaine manière. En l'occurrence, dans nos sociétés, il existe des inégalités entre les individus. Il y a des gens qui gagnent plus d'argent que d'autres, tout simplement. C'est le cas plus ou moins en fonction des pays, mais c'est le cas dans tous les pays. D'accord ? Donc il existe des inégalités de revenus, de patrimoine, etc. Et donc paradoxalement, on vit aussi dans une culture qui va valoriser l'égalité. C'est-à-dire que l'égalité, c'est un principe auquel on est tous très attachés. Donc quelque part, il va falloir justifier pourquoi certains gagnent plus d'argent que d'autres. Beaucoup plus dans certains cas que d'autres. Toujours est-il que ces inégalités qui existent au sein de la société vont mécaniquement créer une forme d'interdépendance entre les individus. C'est-à-dire que tout le monde va chercher à accéder assez logiquement, et de façon assez rationnelle, aux positions qui sont les plus avantageuses. D'accord ? Donc ces inégalités vont favoriser la compétition pour les positions les plus avantageuses. Ok. Donc encore une fois, assez mécaniquement. Et d'ailleurs, les travaux issus notamment de la psychologie sociale ont montré dans plusieurs types d'études qu'effectivement, les sociétés ou les pays ou les villes, ça dépend des indicateurs, qui sont caractérisés par un niveau élevé d'inégalité sociale, c'est aussi des endroits où on voit, où au niveau, on a des effets psychologiques de ces inégalités, par exemple, dont les individus vont être beaucoup plus dans la recherche de statut, l'affirmation de soi, la compétition, le désir de réussir mieux que les autres, etc., etc. Donc en fait, les inégalités qui existent au sein de la société vont créer une sorte de climat de compétition et de motivation à la compétition. Or, il se trouve que cette compétition, elle se joue en grande partie à l'école. D'accord ? Et ça, c'est pas parce que les enseignants encouragent la compétition, c'est pas pour ça. D'accord ? C'est plutôt parce qu'en fait, les élèves comprennent un petit peu le système dans lequel ils sont. Donc cette compétition se joue en grande partie à l'école parce que l'école est considérée comme l'institution qui est la plus légitime pour déterminer le mérite de chacun. C'est-à-dire qu'on considère qu'en partant du principe d'égalité des chances, que tous les élèves vont entrer à l'école sur un pied d'égalité, on sait que ce n'est pas le cas, mais on fait comme si, enfin en tout cas on le vise comme un objectif de justice sociale, et donc ensuite certains vont réussir à l'école, puis d'autres vont moins bien réussir. Et donc on va en fait créer tout un système de croyances autour de la manière dont fonctionne l'école qui va permettre de dire
ceux qui réussissent à l'école sont quand même un peu plus méritants, et donc c'est normal par la suite qu'ils accèdent à des emplois qui soient mieux rémunérés. D'accord ? A l'inverse, ceux qui ne réussissent pas à l'école sont moins méritants, ils ont moins travaillé de manière moins régulière, ils sont moins compétents, etc. Donc c'est normal que plus tard, ils accèdent à des emplois qui sont moins bien rémunérés, tout simplement. Donc cette compétition pour les positions les plus avantageuses se joue en grande partie à l'école. Et donc, c'est ce qui nous a amené avec plusieurs collègues, donc vous reconnaissez Fabrizio Butera, il y a également Michael Jury, Anix Meding, Benoît Donnier, donc c'est des collègues avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs années. Et c'est ce qui nous a amené à parler de la double fonction du système éducatif. Donc le système éducatif, il a bien évidemment, en premier lieu, une fonction de formation. L'objectif du système éducatif, c'est d'élever le niveau de connaissance et de compétence des élèves. Ça, c'est la fonction première de l'éducation. Mais en parallèle de cette fonction de formation, le système éducatif joue aussi cette fonction de sélection, c'est-à-dire qu'il va s'agir de trier, en quelque sorte, de classer les élèves en fonction d'un supposé mérite. D'accord ? Alors elle est moins affichée, la fonction de sélection elle est plus camouflée que la fonction de formation, bien sûr, mais elle existe quand même, et ce qu'on a montré dans ces travaux-là, c'est que les élèves en ont conscience. Et si jamais ils n'en ont pas conscience, les enseignants ou leurs parents en particulier sont là pour leur rappeler en fait, l'enjeu de la réussite scolaire pour ensuite accéder à une certaine position sociale. Alors là où ça pose problème, c'est que cette fonction de sélection qui est présente, et je redis qu'elle n'est pas présente du fait du discours des enseignants, c'est pas du tout ça, c'est vraiment structurel, c'est-à-dire du fait de ce fonctionnement-là, elle existe. Et même si les enseignants disent non mais ce qui compte dans la classe, c'est pas du tout d'essayer de réussir mieux que les autres, ce qui compte ici c'est d'apprendre. Et c'est ce qu'ils disent, tous nos travaux le montrent, les enseignants favorisent plutôt les buts de maîtrise, le progrès, etc. Mais malgré tout, les élèves comprennent que s'ils veulent réussir dans ce système-là, il va falloir progresser, c'est sûr, mais il faudra aussi, tôt ou tard, essayer d'être un peu meilleur que les autres. D'accord ? Si on veut accéder aux diplômes qui sont les plus avantageux sur le plan économique. Alors là où ça pose problème, c'est que cette fonction de sélection du système éducatif, elle va en fait créer un climat de compétition. La promotion des buts de performance, donc les buts de performance, c'est chercher à réussir mieux que les autres ou éviter de réussir moins bien que les autres, donc c'est des buts qui sont très ancrés dans la comparaison sociale. Or, on sait que ce climat-là, climat de but de performance, climat de compétition, c'est un climat dans lequel les personnes qui sont, alors on va dire les élèves qui sont issus des groupes dominants, on pourrait discuter de ça, mais globalement, les élèves qui ont peu de raisons de douter de leur capacité à réussir à l'école. Et il peut y avoir plein de raisons pour ça. Le fait d'être un bon élève, mais aussi le fait d'être issu de milieux favorisés. D'accord ? Donc pour tout un tas d'élèves, ce climat-là, il ne va pas poser problème parce que voilà, il n'entraîne pas d'inconfort psychologique. Par contre, pour tous les autres, qui sont aussi très nombreux, qui sont même souvent bien plus nombreux que les têtes de classe, pour tous les autres, eh bien, ce climat-là, il va entraîner une forte peur d'échouer. D'accord ? Il va également être associé à un faible sentiment d'appartenance, l'impression que l'école, c'est pas pour moi, je ne vais pas y arriver. Beaucoup d'autocensure, de la menace, et in fine, souvent une chute des performances. Parce que quand on est concentré à essayer de gérer l'image de soi, de se dire je ne vais jamais y arriver, etc., en fait, on va mobiliser des ressources cognitives qui ensuite ne sont plus allouées à la tâche. Donc on est moins concentré sur la tâche, tout simplement. Donc on réussit moins bien. Okay ? Et donc il y a beaucoup de travaux de recherche qui ont confirmé ce fait-là, qui est que dans un contexte de compétition, de sélection, de but de performance, on accentue l'écart de performance ou l'écart de motivation entre les élèves plutôt favorisés et les élèves plutôt défavorisés. Alors bon, là je parle des élèves favorisés et défavorisés, mais on a aussi un effet de genre qui est massif, et vous l'avez observé sans doute dans vos classes. Il suffit de présenter une tâche comme étant compétitive pour que les filles n'aient plus du tout envie de réaliser cette tâche. D'accord ? Les garçons n'aiment pas non plus la compétition, la plupart du temps. Mais cette aversion pour la compétition est quand même plus prononcée chez les filles que chez les garçons. Donc c'est un climat qui globalement fait plus de mal que de bien, et notamment qui, pour certains élèves, ne va pas trop poser de problème, mais pour d'autres élèves, va représenter un réel handicap pour réussir. Okay. Donc forcément, ce climat-là qui est présent, et qui est présent au-delà du discours des enseignants, va renforcer les inégalités de réussite scolaire. Et donc ensuite, c'est pour ça que la flèche remonte, forcément ça va justifier les inégalités sociales, puisque ça aura pour effet que certains vont plus réussir que d'autres à l'école, ils vont être favorisés par ce climat qui est un peu présent tout le temps, même quand on n'essaie pas de le promouvoir dans le discours, et donc plus tard ils accéderont effectivement à des métiers plus avantageux, puisque ça c'est une réalité en termes de corrélation, plus le niveau d'études est avancé, et plus le niveau de rémunération à l'âge adulte est élevé, dans tous les pays de l'OCDE, et aussi en France. D'accord ? Alors bien sûr quelques variations, mais la corrélation est fortement significative. Alors quand on comprend que ça fonctionne de cette manière-là, et quand on replace donc l'école dans la société et la manière dont elle fonctionne dans la société, on comprend que l'implémentation de pratiques équitables
peut peut être confronté à un certain nombre de freins. Alors parmi ces freins, j'en ai listé deux, puis on verra ensuite plus les leviers qu'on va développer maintenant. Alors, un premier frein, c'est que corriger une inégalité dans ce système-là, c'est reconnaître que l'école n'est pas méritocratique. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment du mal à reconnaître. Alors, j'aurais dû préciser que l'école n'est pas purement méritocratique, parce qu'elle l'est quand même un peu. Hein. C'est-à-dire que quand on travaille dur à l'école, on a quand même plus de chances de réussir que si on ne travaille pas. Ça reste une réalité. Mais bien sûr, ce n'est pas que le travail qui détermine la réussite. Hein. Il y a aussi d'autres facteurs qui ne sont absolument pas corrélés au mérite des élèves. Leur milieu social d'origine, bien sûr, mais on peut en citer d'autres. Hein. Par exemple, le mois de naissance. Hein, on sait que les élèves qui sont nés au mois de janvier réussissent mieux à l'école que ceux qui sont nés au mois de décembre. Normal, c'est un effet développemental, d'accord? Mais on ne choisit pas son mois de naissance, donc on n'est pas responsable de ça. Donc c'est pas une question de mérite, d'accord? On n'a pas démérité parce qu'on est né au mois de décembre. Et pourtant, en fait, les données sont très claires là-dessus. C'est surtout le cas en maternelle, c'est encore un peu le cas en primaire, secondaire, et ça se retrouve même sur le salaire à l'âge adulte. Voilà, vous le saurez. Bon bref, simplement pour dire qu'il y a plein de facteurs qui déterminent la réussite scolaire. Certains relèvent un peu du mérite des élèves. Hein. Est-ce qu'ils ont travaillé, est-ce qu'ils n'ont pas travaillé, est-ce qu'ils sont compétents, pas compétents? Mais tout un tas d'autres facteurs ne relèvent pas du mérite des élèves. Ils y sont pour rien. D'accord? Or ça, c'est compliqué de l'admettre. C'est compliqué. On aime bien penser que les gens sont responsables de ce qui leur arrive. C'est compliqué d'admettre que l'école n'est pas tout à fait méritocratique. Alors je vais vous présenter une série d'études qui permet de tester l'hypothèse selon laquelle la croyance en la méritocratie scolaire peut représenter un frein à l'implémentation de méthodes pédagogiques égalisantes. Alors dans ces études, on a présenté à des participants, alors dans certaines études c'est des élèves ou des étudiants, puis dans d'autres c'est des parents d'élèves. Là on va surtout parler des études sur les parents d'élèves. Donc on leur dit, il y a une méthode, enfin voilà, on essaye de lutter contre les inégalités éducatives, etc. Bon, l'animation ne marche pas, donc regardez dans un premier temps ce qui se passe en haut. Voilà. Et donc on leur dit, les scientifiques, les enseignants, les équipes ont réfléchi, ont travaillé sur pas mal de choses, et donc ils ont mis en évidence, ils ont travaillé notamment sur une méthode, bon là on l'avait appelée la méthode alpha, qui permet d'éliminer les écarts de performance en fonction de l'origine sociale des élèves. Donc on leur disait, regardez, avant l'implémentation de la méthode, on a donc un écart de performance entre les élèves issus de milieux défavorisés et les élèves issus de milieux favorisés en faveur des élèves favorisés. Un écart qu'on connaît bien, que les enseignants connaissent bien aussi. Donc on a ça avant l'implémentation de la méthode, et puis en fait on s'est rendu compte, on a fait plusieurs recherches qui montrent qu'après plusieurs mois d'implémentation de la méthode dans l'école, dans les classes, ce qu'on a observé, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a une égalisation des performances. Okay, donc on est bien dans le cas 3 de tout à l'heure, une méthode qui est à la fois efficace et équitable. Bon, en réalité, elle n'existe pas, cette méthode, hein, mais on l'a inventée pour l'expérience. Donc ça, c'est la méthode ou l'intervention qu'on a appelée égalisante. Ça, c'était pour la moitié des participants. Puis pour l'autre moitié des participants, on leur présentait aussi une méthode, donc eux, ils ne voyaient pas du tout ça. On avait exactement le même discours, on disait, là, on a trouvé une méthode vraiment extrêmement efficace, regardez. Donc pour ces participants-là, on disait, voilà, la méthode est extrêmement efficace, elle permet de faire progresser les élèves défavorisés, les élèves favorisés, de la même manière. Donc en fait, c'est une méthode qu'on a qualifiée de augmentante. Elle ne réduit pas les inégalités, mais elle permet quand même de faire progresser les élèves. Donc elle est efficace. Hein. Pas équitable, mais efficace. Voilà. Et donc ce qui nous intéressait, c'était est-ce que les étudiants ou alors les parents d'élèves allaient être favorables? Est-ce qu'ils allaient trouver cette méthode particulièrement intéressante? Alors, en particulier, ce qui nous intéressait, c'était de savoir l'attitude qu'ils allaient développer vis-à-vis de cette méthode en fonction de de voir s'il y avait un lien entre leur attitude vis-à-vis de ces méthodes et leur croyance au mérite scolaire. Donc pour ça, on a fait passer aux participants une échelle dans laquelle on les interroge avec un certain nombre d'items. On leur demande à quel point vous pensez que ça c'est vrai, à quel point vous pensez que ça correspond à l'école actuelle. Donc c'est pas forcément ce que ça devrait être, hein, c'est ce que c'est dans la réalité. Donc c'est vraiment la méritocratie descriptive, c'est-à-dire la croyance en la méritocratie scolaire. Donc il y a des personnes qui, par exemple, vont répondre plutôt avec une moyenne de 5, 6, 7 sur cette échelle. C'est des gens qui croient fortement au mérite scolaire. Donc ils pensent qu'à l'école, quand on veut, on peut. D'accord? C'est une question de volonté et d'effort. Okay? Puis il y en a qui croient très peu, qui sont plus proches de 1 ou 2 sur l'échelle. Puis il y en a d'autres qui sont au milieu. D'accord? Il y a des variations dans le niveau de croyance au mérite scolaire. Alors, rares sont ceux qui répondent 1 seulement ou 7. Hein. Il y a des niveaux de variation, on est rarement sur les extrêmes. Alors, la première, là j'ai mis les 3 études en même temps. Donc la première étude, on l'avait réalisée sur des étudiants.
et on leur proposait cette méthode, on disait, bah voilà, cette méthode, c'est quelque chose qu'on aimerait mettre en place l'année prochaine à l'université. Puis donc les 2 autres études, c'était fait sur des parents d'élèves, et on leur demandait, voilà, on leur expliquait que c'était une méthode pédagogique, et à la fin, on leur posait un certain nombre de questions, et surtout, on les interrogeait sur à quel point ils soutenaient l'implémentation de cette méthode dans l'école de leurs enfants. D'accord, on voulait avoir quelque chose d'un peu impliquant sur le plan personnel. Donc plus spécifiquement, on disait, voilà, si l'établissement de votre enfant était prêt à mettre en place la méthode alpha, accepteriez-vous de participer ou non à un groupe de réflexion composé d'enseignants, professionnels de l'éducation, de spécialistes et de parents d'élèves, afin de réfléchir à sa mise en place, avec 4 niveaux de réponse. Je ne suis pas intéressé, réponse majoritaire. Je souhaiterais recevoir un document d'information, petite ouverture. Je souhaiterais participer à une réunion d'information de ce groupe de travail, donc là il y a quand même un niveau d'implication un peu plus important. Puis surtout les très motivés, donc ceux qui répondent la dernière réponse, je souhaiterais participer à ce groupe, soit environ 3 réunions dans l'année scolaire. Ok ? Alors, donc, un des résultats importants de cette série d'études, c'est que la croyance au mérite scolaire est négativement associée au soutien à l'implémentation de l'intervention. Donc effectivement, plus les parents, je vais prendre les parents, c'est plus simple, plus les parents croient que l'école fonctionne sur un mode méritocratique, et moins ils sont favorables à l'implémentation de l'intervention dans l'école de leur enfant. Donc croire au mérite scolaire, ça peut représenter un frein à l'implémentation de la méthode pédagogique. Alors maintenant, je vous pose la question, à votre avis, est-ce que c'est le cas pour l'intervention égalisante, pour l'intervention augmentante, ou pour les 2 interventions? Je vous laisse réfléchir et voter quand vous avez la réponse. Je redonne le résultat pour que vous facilitez la tâche. Donc plus on croit au mérite scolaire, plus on pense que l'école fonctionne sur un mode méritocratique, et plus on freine sur la mise en place de l'intervention. Et bien, vous avez tout à fait raison, donc c'est le vert qui domine. Il y a quelques roses, mais c'est le vert qui domine. En fait, c'est bien vert, c'est-à-dire que ce qu'ont montré nos recherches, notamment celles qui comparent l'intervention égalisante et l'intervention augmentante, c'est qu'en fait, pour la méthode augmentante, il n'y a pas du tout de résistance. Les parents sont tout à fait favorables à ce que cette méthode soit implémentée dans l'école de leurs enfants. Là où ça coince, c'est surtout quand la méthode est égalisante. C'est-à-dire que c'est ça qui challenge, qui pose un certain nombre de problèmes aux personnes qui croient fortement à la méritocratie scolaire. Autrement dit, pardon, avant de faire apparaître ça, autrement dit, la croyance en la méritocratie scolaire semble bien représenter un frein à la promotion de méthodes qui sont plus égalisantes, donc on va dire équitables pour reprendre le terme de Hattie, qui sont plus équitables dans les écoles. Okay. Et ça, c'est un problème. Pourquoi ? Parce que par ailleurs, croire au mérite scolaire, c'est indispensable. C'est indispensable. Si on ne croit pas que l'école fonctionne sur un mode méritocratique, très rapidement, on va baisser les bras. D'accord ? Penser qu'à l'école, quand on veut, on peut, que c'est qu'une question d'effort et de travail régulier, que ceux qui sont récompensés sont ceux qui ont bien travaillé, etc. etc. Donc, je vous ai montré les items tout à l'heure, mais c'est indispensable. Parce que si on pense que ce n'est pas le cas, et il y a beaucoup d'élèves qui pensent que ce n'est pas le cas, que l'école n'est pas du tout méritocratique, bon, on a bien peu de raisons de travailler. D'accord ? Et par ailleurs, donc tout un tas de travaux de recherche que j'ai réalisés avec plusieurs collègues, dont peut-être certains d'entre vous connaissent Delphine Martineau qui apparaît ici, qui est une collègue qui a beaucoup travaillé aussi sur les inégalités de genre. Donc avec tous ces collègues, on a aussi, dans plusieurs études, montré, et c'est le cas pour les élèves, pour les étudiants plus tard, à différentes étapes de la scolarité, qu'en fait, croire au mérite scolaire, c'est associé à beaucoup de facteurs de motivation, si j'ose dire, une forte motivation individuelle. Par exemple, plus on croit au mérite scolaire, meilleure est l'estime de soi académique. Donc c'est la valeur qu'on s'attribue en tant qu'élève, d'accord, c'est important. Plus on croit au mérite scolaire, moins on se désengage sur le plan psychologique. Donc le désengagement psychologique, c'est quand on considère que l'école, c'est pas pour soi. D'accord ? Donc finalement, voilà, c'est un facteur de protection, la croyance au mérite scolaire, vraiment. Alors, autre effet, le growth mindset, vous savez, c'est l'état d'esprit, l'idée que la compétence, l'intelligence, c'est quelque chose qui se construit grâce aux efforts, au travail, c'est pas quelque chose de fixe. Donc ça, on sait que ça présente plein d'avantages en contexte d'apprentissage. Avoir cet état d'esprit de développement, c'est important, ça permet de progresser. Eh bien, sans grande surprise, plus on croit au mérite scolaire, plus on développe un état d'esprit de développement. D'accord ? Donc on a quand même plein de raisons de croire au mérite scolaire. C'est aussi associé à un certain sentiment de contrôle. Alors, sans rentrer dans le détail, mais il y a beaucoup de travaux de recherche qui montrent que le sentiment de contrôle, c'est vraiment un besoin fondamental. Toutes les situations dans la vie où on n'a plus de contrôle sur ce qui nous arrive, on a l'impression que quoi qu'on fasse, de toute façon, ça ne changera rien. Et voilà, on perd contrôle, ça va être associé à une forme de résignation acquise, et donc c'est des situations où on ne fait plus d'efforts, quoi. Voilà. Parce qu'on a l'impression que de toute façon, l'effort n'a plus d'utilité. Donc là, pareil, croire au mérite scolaire,
c'est garder un certain sentiment de contrôle sur ce qui se passe à l'école. Donc c'est important. Et puis c'est aussi lié à un bien-être subjectif, donc ce qui n'est pas négligeable aussi, puisqu'il faut quand même se rappeler que l'école est là pour bien sûr former les élèves, les faire progresser, gagner en compétences, mais aussi pour qu'ils se sentent bien. Donc voilà. À l'heure actuelle, c'est des choses qui sont beaucoup débattues. Bref, donc il y a des effets vraiment salvateurs de la croyance au mérite scolaire qui fait que on va tenir aux élèves des discours qui sont des discours très méritocratiques. On le fait en tant qu'enseignant, il y a aussi d'autres travaux qui le montrent. On va énormément valoriser l'effort étant la seule source qui explique la réussite ou l'échec, etc., etc. Et les élèves comprennent ça, comprennent qu'à l'école, il faut avoir un discours orienté autour de l'effort et du travail personnel. Et donc, y compris quand ils échouent, un élève qui dit « j'ai échoué parce que j'ai pas assez travaillé » est mieux perçu qu'un élève qui dit « j'ai échoué parce que le contrôle était trop difficile », par exemple. Bref, donc il y a tout cet environnement-là qui fait la promotion de l'effort, et avec l'effort, l'idée de la méritocratie scolaire, donc avec des effets qui sont vraiment à double tranchant, parce que d'un côté, ça va être très, très important pour la motivation individuelle, mais en même temps, trop de valorisation de l'effort et du mérite individuel, ça peut freiner aussi l'implémentation de pratiques qui sont plus égalisantes. Voilà, c'est ce que je viens de dire à l'instant. Donc, voilà. En somme, la croyance en la méritocratie scolaire entraîne un moindre soutien aux pratiques pédagogiques égalisantes, ce qui n'est pas le cas des pratiques augmentantes. Mais c'est une croyance qui est malgré tout essentielle sur le plan individuel pour maintenir un certain niveau de motivation. Et donc, bien sûr, c'est particulièrement le cas en contexte scolaire, puisque ce qu'on fait à l'école, rappelons-le, c'est apprendre et progresser. La fonction de formation de l'école. Ok, donc ça, c'est un premier frein. Voilà, changer l'école, c'est reconnaître que l'école n'est pas aussi méritocratique qu'on le souhaiterait. Un deuxième frein est que réduire les inégalités scolaires, c'est remettre en cause les avantages dont certaines familles bénéficient à l'école. Et donc ça peut représenter aussi un frein à l'implémentation de méthodes égalisantes. Je vous ai remis ici le modèle que je vous ai présenté tout à l'heure. On a vu que ça fonctionne dans un certain équilibre. On peut trouver plus ou moins juste ou injuste. Mais en tout cas, l'équilibre fonctionne de cette façon-là. Et donc, les inégalités qui existent au sein de la société sont en quelque sorte reproduites et justifiées par le passage dans le système éducatif qui va donner à certains des diplômes plus valorisés, puis donner à d'autres des diplômes moins valorisés, voire pas de diplôme, et que tout ça va permettre un certain équilibre et un certain sentiment de justice globale. Alors, c'est sûr que si ce système-là changeait, et si finalement on arrivait à une égalisation des performances scolaires, ça chamboulerait un petit peu l'équilibre du système. D'accord ? Ça voudrait dire que finalement, être issu des groupes dominants, donc être plutôt avantageux par cette situation, de faire partie de ces groupes-là ne permettrait plus forcément de réussir mieux que les autres. Si on implémentait des méthodes équitables de manière généralisée, ça bouleverserait un petit peu l'équilibre. Et donc ça va bouleverser l'équilibre, mais aussi la place dominante que certains groupes occupent dans ce système-là, donc notamment les familles les plus avantagées socialement. Oui, non, j'ai oublié de préciser. Donc il y a beaucoup de travaux en psychologie sociale, d'ailleurs, qui montrent, au-delà de l'école, parce que la plupart des travaux ne sont pas réalisés dans le contexte de l'école, mais qui montrent que d'une manière générale, quand on interroge les individus sur leur perception des politiques de redistribution, par exemple, on a un lien très consistant dans la littérature qui est qu'en général, les membres des groupes avantagés, donc ça peut être un avantage socio-économique, ça peut être les hommes pour les pratiques plus égalisantes entre hommes et femmes, etc., etc. Donc les membres des groupes avantagés sont généralement moins disposés à soutenir les politiques de redistribution que les groupes moins avantageux, ce qui semble extrêmement logique. Mais n'empêche que ça représente là aussi un frein potentiel. Alors tout s'affiche en même temps parce que l'animation ne marche pas, mais c'est pas grave. Donc une autre série d'études, alors celle-ci elle avait été réalisée toujours sur des parents d'élèves, mais en Grande-Bretagne, où j'avais fait un séjour là-bas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, en Grande-Bretagne, il y a eu des débats importants sur l'éducation privée, parce que donc il y a eu notamment cet ouvrage qui est très intéressant, qui dit, en fait, l'éducation privée en Grande-Bretagne, alors c'est très différent de la France, mais quand même. Donc, l'éducation privée, c'est un engin de reproduction dans le sens où vont dans les écoles privées les familles les plus avantagées, et par ailleurs, les postes les plus avantagés socialement vont puiser en priorité parmi les élèves qui sont issus de ces écoles privées, relativement prestigieuses. Donc c'est un engin de reproduction c'est une machine à reproduction, voilà, c'est ce que disent les auteurs. Et donc suite à la publication de cet ouvrage, il y a eu beaucoup de débats, et donc les travaillistes qui ont commencé à dire il faut peut-être réformer l'enseignement privé, notamment en termes de taxes, etc. Réformer l'enseignement privé pour qu'il soit moins inégalitaire, moins reproducteur d'inégalités. Donc nous, on s'est dit, on arrive dans ce contexte-là, on va voir quels sont les facteurs qui prédisent le soutien à la réforme de l'enseignement privé.
Et donc ce qu'on a observé dans 3 études, c'est que finalement, encore une fois, ceux qui sont les plus réfractaires à la réforme de l'enseignement privé sont les plus avantagés socialement. Alors voilà, je vois des... Bah oui, ça ne nous surprend pas tellement. Donc ça c'est le cas avec quel que soit l'indicateur retenu, que ce soit le niveau de revenu, le statut subjectif, c'est-à-dire à quel point les gens se positionnent en haut ou en bas de l'échelle. Bon voilà, quel que soit l'indicateur retenu, les parents les plus réfractaires sont les parents les plus avantagés. Mais ce qui est intéressant également, c'est que dans l'une de ces études, on montre que cet effet s'accentue avec le niveau perçu d'inégalité. C'est-à-dire qu'on demande aux parents quel point vous pensez que la société elle est caractérisée par un niveau élevé d'inégalité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'écarts entre les plus riches et les plus pauvres. Et plus les parents pensent que les écarts sont importants dans la société, et plus ceux qui sont de haut statut sont réticents à voir la réforme de l'éducation privée se mettre en place. D'accord ? Donc il y a bien une forme de résistance qui est liée en partie au statut des individus concernés. Donc ce qu'on voit ici, c'est le lien négatif entre revenus et soutien à la réforme de l'éducation privée. Et on voit que ce lien négatif est plus important lorsque les individus pensent qu'on vit dans un système très inégal. Si c'est moins le cas, ils sont un petit peu moins réticents. D'accord ? Donc ce que nous, on interprète comme une préférence qui est liée à la valeur économique des diplômes, hein, c'est le terme qu'on utilise, c'est-à-dire que le diplôme permet ensuite, enfin plus le diplôme est élevé, et plus on a par la suite de probabilité d'accéder à une position sociale avantageuse. Donc c'est ce qu'on a testé, cette valeur économique du diplôme, c'est ce qu'on a testé dans une dernière série d'études, que j'ai appelée les études 4. Alors dans cette série d'études, réalisée là aussi sur des parents, cette fois des parents français, on allait comparer 2 conditions. Alors, regardons dans un premier temps la condition expérimentale, donc qui apparaît ici. Donc dans un premier temps, ils devaient lire un petit texte, on disait pourquoi on fait une étude sur la représentation des parents d'élèves ? Eh bien parce que dans nos recherches, on cherche à appréhender le lien qui existe entre réussite scolaire, par exemple moyenne trimestrielle, score obtenu au test standardisé, etc., et la réussite sociale, par exemple le niveau de revenu à l'âge adulte. En France, en effet, plus un enfant réussit scolairement, plus il a de chances de décrocher un bon diplôme de l'enseignement supérieur et plus il a de probabilité d'accéder à un emploi bien rémunéré à l'âge adulte. Donc on ne leur ment pas quand on dit ça. On leur dit, enfin, les stats le confirment, on le rend juste saillant dans l'esprit des participants. D'accord ? Donc après, pour rendre le truc un peu plus concret, on leur disait une enquête réalisée récemment dans le Puy-de-Dôme confirme par exemple un lien positif entre le score obtenu par un élève aux épreuves standardisées d'entrée en 6e et le niveau de revenu mensuel de cet élève devenu adulte à l'âge de 35 ans, etc. Donc on insiste sur le lien positif, c'est-à-dire à quel point réussir scolairement, ça a une valeur économique en fait, parce que ça permet d'accéder à des emplois plutôt bien rémunérés. Donc ça c'est la condition expérimentale, et donc dans une autre condition expérimentale, c'est-à-dire pour d'autres participants, on allait parler de l'école, mais sans faire de référence à la valeur économique du diplôme. Donc là, on leur disait, voilà, on s'intéresse aux prédicteurs qui affectent la représentation que les parents d'élèves ont de l'école de leurs enfants, donc le lieu d'habitation, l'âge, le nombre d'enfants, etc. Donc des choses qui ne sont pas du tout en lien avec la valeur économique des diplômes. Ce qui nous intéressait, c'était en quoi le fait de rappeler la valeur économique des diplômes allait affecter la représentation des parents. Alors par ailleurs, dans ces études, donc je vous en présentais 3, il y en avait 4, mais je vous en présentais 3, dans ces études, on mesurait le statut subjectif, le statut socio-économique subjectif, c'est quelque chose qu'on fait souvent dans les recherches. On peut utiliser parfois des indicateurs objectifs, tels que le niveau de revenu, la CSP, etc. Mais le statut subjectif, on fait passer cette échelle aux participants, on leur dit, bah voilà, imaginez que cette échelle représente les gens dans la société. En haut de l'échelle, sur le barreau 10, il y a les participants, enfin les personnes les plus avantagées socialement. Puis tout en bas, il y a celles les moins avantagées. Donc réfléchissez, essayez vraiment d'imaginer que c'est la société. Et donc, où est-ce que vous vous positionnez, vous, à votre avis, sur quel barreau vous êtes ? D'accord ? Donc ça reste une perception subjective du statut, qui corrèle avec les perceptions objectives, mais qui est souvent un meilleur prédicteur, parce qu'en fait, c'est très déterminant de la perception que les gens ont de leurs avantages. D'accord ? Alors, je vais à nouveau vous demander d'anticiper les résultats. On va voir si vous y arrivez ou pas. À votre avis, qui des parents... Alors on va dire avantagés, désavantagés, c'est cette perception subjective. Hein, ceux qui se pensent avantagés, ceux qui se pensent désavantagés. Donc qui des parents avantagés ou désavantagés socialement vont davantage soutenir l'implémentation de l'intervention égalisante ? À votre avis, est-ce que ce sera les parents de statut socio-économique élevé, les parents de bas statut socio-économique, ou il n'y aura pas de différence entre les deux ? Donc vous avez tous répondu jaune, et vous avez... Alors c'est moi qui me suis trompée, pardon, c'est parce que je pensais que c'est moins soutenir... Donc c'est bien jaune, vous avez raison, c'est bien jaune, en fait, ceux qui soutiennent moins sont les parents de statut socio-économique élevé. Deuxième question, le feront-ils ou le feront-elles dans tous les cas ?
un peu moins... Alors, donc, il faut... Alors, je me suis trompée, vraiment. Donc, il faut imaginer que la question du haut, c'est ils vont moins soutenir l'implémentation de l'intervention égalisante. Donc, les parents de statut élevé vont moins soutenir l'intervention égalisante. OK ? Voilà, je me corrigerai pour la prochaine fois. Et donc, le feront-ils dans tous les cas ? Un peu moins dès lors qu'on rappelle l'importance de la réussite scolaire pour acquérir du statut social, ou un peu plus dès lors qu'on rappelle l'importance de la réussite scolaire pour acquérir du statut social. Alors, à votre avis ? J'espère que c'est pas... J'ai entendu la main. J'espère. Bon, vous êtes des bons psychologues parce que vous faites les prédictions que faisaient les chercheurs, l'équipe de recherche. Vous avez raison. En fait, c'est un peu plus dès lors qu'on rappelle l'importance de la réussite scolaire pour acquérir du statut social. C'est-à-dire que lorsqu'on nous a remis à l'esprit le fait que réussir scolairement, c'était un atout, ça représentait un avantage sur le plan économique, eh bien les parents, qui sont les plus avantagés socialement, sont aussi ceux qui sont les moins soutenants pour l'implémentation de la méthode pédagogique. Je vous montre les résultats, mais voilà, ce que ça donne, c'est ça. Une première étude qui avait été réalisée sur des parents recrutés à la sortie des écoles, donc dans la rue. Et donc ce qu'on voit en fait, alors c'est très, voilà, ce qu'on voit ici, c'est la probabilité de répondre chacun des niveaux de réponse, donc pas intéressé, etc. etc. Donc, comme je vous disais, pas intéressé, c'est toujours la réponse dominante. Mais ce qu'on peut voir, en fait, c'est que la probabilité de ne pas être intéressé, et donc la probabilité de... Voilà, augmente avec le statut socio-économique. D'accord ? Cette pente positive, c'est ça qu'elle dit. C'est-à-dire que plus on se sent de statut avantagé, et moins on soutient l'implémentation de la méthode égalisante. D'accord ? Alors, c'est le cas sur les parents qu'on a recrutés dans la rue. Après, on a refait l'étude sur 300 parents qu'on a recrutés en ligne. Voilà, et on retrouve le même effet. Voilà, oui. Et donc, on a refait ça, parce que c'est des études qu'on a réalisées en 2018, je crois, à peu près. Et donc, entre-temps, voilà, il a pu se passer beaucoup de choses. Donc, on a refait cette étude plus récemment. Sur un échantillon plus important. On allait sur 800 parents, pour voir ce qu'on observait. Et on a retrouvé cet effet, même si, sur cette dernière étude, en réalité, je pense que ça va rassurer un certain nombre d'entre vous, on observe l'effet pour les participants qui sont plutôt à droite de l'échiquier politique. À gauche, c'est moins le cas. Ouf. Donc, mais on retrouve bien cet effet. Bon, voilà. Donc, globalement, synthèse de ces résultats-là, lorsqu'on leur rappelle l'importance de la réussite scolaire pour déterminer la future position sociale, les parents qui se sentent de statut élevé sont moins enclins à soutenir l'implémentation de la méthode pédagogique égalisante dans l'école de leurs enfants. Et donc, on spécifie dans la dernière étude qu'en fait, c'est particulièrement le cas s'ils se positionnent plutôt à droite de l'échiquier politique. C'est une échelle de position politique où on leur demande de se situer entre 1 extrême gauche et 10 extrême droite. Voilà. Alors bon, on pourrait se dire, sur la base de ces études, mais tout ça, c'est la faute des parents qui ne sont pas volontaires pour que l'école soit plus juste, c'est eux qui vont freiner, etc., etc. Bon, soit dit en passant, les personnes qui seraient le plus en mesure de changer l'école, c'est-à-dire vous et moi, enfin ceux qui sont dans des positions qui permettraient peut-être de réfléchir à un changement de l'école, sont tous des personnes de haut statut. D'accord ? Donc, bon, ça veut dire en fait que ceux qui pourraient potentiellement changer l'école sont peut-être ceux qui le souhaitent le moins, ou en tout cas font partie de cette catégorie-là. Alors, je ne parle pas de vous, bien sûr. Donc on pourrait se dire sur cette base-là, bah oui, c'est de la faute des parents, les parents ne veulent pas changer l'école, ils résistent, etc. En fait, non, c'est pas du tout ce que prédit le modèle théorique, c'est pas du tout ça. En fait, c'est plutôt, il faut toujours replacer ça dans le contexte que j'ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire du rôle de l'école dans la société. C'est-à-dire que finalement, ces dynamiques-là, elles sont tout à fait compréhensibles, voire même rationnelles, d'accord ? Dans un système où les diplômes ont effectivement et objectivement une valeur économique. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de discours, c'est une question de réalité. Et donc, étant donné cette réalité, en fait, on peut compter sur la motivation de quelques individus. Mais on sait aussi en psychologie que compter sur la motivation de certains individus, ce n'est pas suffisant pour faire changer un système. D'accord ? Parce que globalement, les motivations individuelles, en fait, si elles vont à l'encontre des motivations collectives, ça ne va pas être suffisant pour vraiment changer. Donc, ces dynamiques-là, en fait, elles arrivent à se comprendre au regard du rôle que joue l'école dans la société et de la valeur économique des diplômes qui en découlent. Et c'est pour ça que dans cette dernière partie, j'aimerais discuter avec vous d'une autre manière, en fait, de concevoir les choses. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer à essayer de promouvoir les méthodes efficaces et équitables dans les classes, mais en tout cas, voilà, de s'interroger sur autre chose. Alors, bon, à nouveau, l'animation ne marche pas, mais pour essayer de comprendre ce que je vais vous présenter ici, il faut s'imaginer
Petit exercice d'imagination. Imaginez que finalement, on a super bien travaillé, les chercheurs, les enseignants, les cadres de l'éducation nationale. Des séminaires comme celui-ci ont été très efficaces. On a trouvé des méthodes qui sont extrêmement efficaces et extrêmement équitables. Et on a réussi à les implémenter de manière massive et généralisée dans les classes. Donc on a été très performant comme système éducatif. On imagine ça, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde réussit à l'école. C'est génial. Donc il n'y a plus de différence en fonction du milieu d'origine des élèves. Tout le monde réussit à l'école brillamment. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le monde sera plus juste? Alors, on aura un meilleur niveau de formation, donc c'est très utile. Pour la fonction de formation du système éducatif, c'est un aboutissement idéal, quoi. On a réussi à bien former tous les élèves. On a été très efficace, très équitable, on a bien réussi à former les élèves. Bon, pour la fonction de sélection, ça va être plus compliqué. Autrement dit, on risque de se retrouver avec beaucoup de chirurgiens et d'ingénieurs, mais par contre, beaucoup moins de personnes qui feront le ménage dans les établissements, dans les hôpitaux, et beaucoup moins on cherchera du monde pour s'occuper de nos parents vieillissants ou de nos enfants en bas âge. D'accord? Donc, quelque part, pour la fonction de formation, c'est une vraie réussite, mais si on réussit ça, quelque part, il y a une forme d'incompatibilité avec la fonction de sélection. Autrement dit, si l'école ne fait plus sa fonction de sélection, qui va le faire? D'accord? Alors, certains se sont posé la question et ont constaté, et je suis désolée si ça vous déprime, ce n'est pas l'objectif de ma présentation, mais en fait, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, élever le niveau de formation des élèves, donc ce qu'on appelle l'expansion de l'éducation, qui est aussi liée à la réduction des inégalités éducatives, c'est très bien pour la fonction de formation, encore une fois, ça permet d'élever le niveau de connaissance et de compétences des élèves, donc c'est super, mais ça ne permet pas de réduire les inégalités sociales. C'est-à-dire que globalement, ce qui va se passer, c'est que si tout le monde réussit à l'école, le système trouve d'autres moyens de sélectionner. Et donc d'autres moyens de sélectionner, si on ne sélectionne pas sur la base du diplôme scolaire ou du mérite scolaire, supposé mérite scolaire, on va sélectionner sur la base d'autres facteurs, comme par exemple savoir parler anglais, être l'aisance en public, des choses comme ça, qui sont aussi des facteurs très inégaux, hein, c'est-à-dire que c'est des compétences qui sont plus développées dans les familles favorisées, dans les familles défavorisées. Donc finalement, même si l'école ne fait plus sa fonction de sélection, la sélection va continuer à se faire. Elle va se faire ailleurs, elle va se faire sur d'autres critères et elle ne sera pas plus égalisante. D'accord? Très probablement, hein, parce que le système fonctionne de cette façon-là. Donc finalement, réduire les inégalités scolaires ne permet pas de réduire les inégalités sociales. Mais alors si finalement l'objectif c'est de réduire les inégalités sociales, hein, j'ai ouvert cette présentation sur, faire réussir les élèves à l'école, c'est important parce que pour certains élèves, ça va permettre l'ascenseur social, la mobilité ascendante. Si réduire les inégalités scolaires ne permet pas de réduire les inégalités... si l'objectif est vraiment de réduire les inégalités sociales, c'est peut-être là-dessus en fait, qu'il faut commencer par agir pour espérer, peut-être, un jour, voir le système éducatif pouvoir se permettre de se centrer sur l'objectif de formation et ne plus se centrer sur l'objectif de sélection. Alors, on est dans un système qui promeut l'égalité des chances. Donc là, je m'inspire des travaux de François Dubet, hein, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Et donc, ce qu'il dit, c'est que l'égalité des chances est présentée comme un idéal de justice. C'est-à-dire qu'on considère qu'une école qui fonctionne bien, c'est une école méritocratique, c'est-à-dire c'est une école où tout le monde arrive sur un pied d'égalité. Puis après, on va effectivement voir se dégager des profils de bons élèves, des profils de moyens, des profils d'élèves moins performants. Donc voilà, ce système d'égalité des chances, en fait, il ne remet pas en cause les inégalités qui existent à l'issue du diplôme. Hein. On va essayer d'agir pour plus d'égalité au départ, hein, pour faire en sorte que les élèves partent sur un pied d'égalité. Donc c'est bien, c'est louable, il faut continuer à agir sur cette dimension-là. Mais peut-être qu'il faut réfléchir aussi en parallèle à l'égalisation des places, hein, les chances et les places. Donc si on considère qu'une bonne école, une école qui fonctionne bien, c'est une école qui favorise l'égalité des chances, on peut considérer que si on arrive à l'égalité des chances, on va garder ce système que je vous ai présenté tout à l'heure, à savoir que les élèves vont massivement vouloir s'orienter vers les métiers qui sont les plus avantagés, et si ce n'est pas le cas, leurs parents seront là pour les inciter à le faire, surtout s'ils sont bons élèves. Hein. Donc voilà, on a ce système-là qui va pousser les élèves à aller vers les métiers les plus avantageux, et donc les filières qui permettent d'accéder à ces métiers les plus avantageux. Donc c'est normal qu'ils fassent ça, en fait. Dans ce système-là, c'est assez logique, et donc ça veut aussi dire que ceux qui vont aller dans les filières qui permettent d'accéder à des métiers moins avantageux ne vont pas le faire par choix. Hein. Tout à l'heure, on a parlé d'orientation choisie et subie. Voilà, c'est subi. On essaye tous d'aller vers le plus prestigieux, puis si ça ne marche pas,
on se rabat sur les autres métiers. Donc ça, c'est le système d'égalisation des chances. OK. Et donc le système d'égalisation des places dit en fait le problème de départ, c'est justement cette ruée vers les métiers les plus avantageux. Et donc si on réduit les inégalités qui existent entre les différentes positions sociales, en fait on réduit l'enjeu qu'il y a autour du fait de décrocher un diplôme qui est valorisé sur le plan économique. D'accord ? Et en réduisant cet enjeu, en fait on va réduire l'enjeu de sélection qui existe à l'école. C'est-à-dire que ça continuera à être important de réussir à l'école, mais pas forcément aussi déterminant de la position sociale occupée à l'âge adulte. D'accord ? Donc la valeur économique de l'école ne va pas complètement disparaître, mais être moins importante. Et donc il y aura moins de pression autour de la réussite, autour de l'accès à ces filières-là. Et donc on peut envisager dans un système-là qu'en fait les élèves choisissent d'aller vers d'autres... Alors je n'ai pas mis une parfaite égalité pour différentes raisons dont on pourra discuter, mais... donc si les élèves choisissent ici d'aller là, c'est peut-être parce que ça permet de gagner plus d'argent, mais en tout cas ils peuvent choisir d'aller là, c'est moins... voilà, c'est un choix qui est moins irrationnel au regard de la valeur économique des professions auxquelles ils pourront accéder, et donc on peut imaginer que l'orientation sera davantage choisie. Si je suis un bon élève, mais que j'ai envie d'aller dans les filières du social, par exemple, d'accord, eh ben j'y vais, d'accord, alors que là, j'hésite un peu plus à y aller, hein. D'accord ? Donc c'est un petit peu cette idée que, dans le modèle de François Dubet d'égalité des places et des chances, c'est que finalement, en se focalisant sur l'égalité la réduction de l'inégalité des chances, on oublie que finalement, derrière ce système-là, il y a quand même un système qui reste très, très inégalitaire. C'est-à-dire qu'ici, on ne remet pas en cause le fait que celui qui réussit moins bien à l'école va ensuite, toute sa vie, avoir un salaire qui correspond à ce niveau de réussite. Alors quand on sait qu'en plus l'égalité des chances n'existe pas, et qu'on a beau faire des efforts, on n'a pas réussi ces 50 dernières années à égaliser les chances, on peut être optimiste et se dire peut-être que dans 10, 20 ans, 50 ans, on y arrivera. Personnellement, j'ai des doutes. D'accord ? Donc, comme on a des doutes là-dessus, ça peut être intéressant quand même de continuer à réfléchir à une autre manière de promouvoir un peu plus de justice sociale. Donc voilà, l'avantage, si on arrive à un système de ce type-là, c'est que ça réduit l'enjeu de sélection et donc ça pourrait permettre à l'institution de se centrer sur sa fonction de formation. Et rappelons que c'est la fonction de formation qui nous incite à mettre en place des pratiques qui sont efficaces et équitables. D'accord ? On a vu que c'était la fonction de sélection qui ralentit l'implémentation de ces pratiques. Donc si on peut se centrer sur la... Alors comme l'animation ne marche pas, ça marche bien aussi, mais c'est pas grave. Toujours est-il que si on tient compte de tout ça et du fonctionnement de l'école, du rôle qu'elle joue en particulier dans la société, supposer que tout se joue dans la classe, c'est négliger le contexte plus large dans lequel ces pratiques s'insèrent. Alors j'ai bien entendu quand même les discours d'introduction qui disent oui, tout se joue dans la classe. Alors il y a une partie des choses qui se jouent dans la classe, c'est vrai, c'est vrai, et en tant qu'enseignant, c'est ce sur quoi on a du pouvoir et du contrôle, donc il faut bien sûr agir sur ces choses-là, mais l'enseignant ne peut pas tout non plus, et donc supposer que tout se joue dans la classe, c'est négliger le contexte plus large dans lequel ces pratiques s'insèrent, et donc attaquer le problème à sa source, c'est aussi réduire les inégalités au sein de la société. Alors bien sûr, on n'a pas forcément la main là-dessus, mais en tout cas, disons que tant qu'on n'agit pas sur cette dimension-là, on va pouvoir beaucoup se fatiguer, mettre en œuvre beaucoup de choses pour aller vers l'égalisation des chances, mais tôt ou tard, on risque de se heurter à un mur. D'accord ? Donc c'est vraiment quelque chose qui mériterait d'être réfléchi. Donc réduire l'inégalité des chances scolaires ou réduire l'inégalité des places. Voilà, et je vous remercie de votre attention.